Bonsoir Jérôme. Bonsoir Nathalie. Donc pour cette partie sur la NASH, j'avais envie de commencer par parler d'études de registres. Donc la NAFLD, première cause de maladie chronique du foie, dans certaines régions du monde, première cause de cirrhose, de carcinome hépatocellulaire, en passe de devenir la première cause de transplantation hépatique, tout ça on sait. Mais cette année, il y a eu quelques études qui ont été focalisées sur un sujet un peu plus particulier, la pédiatrie notamment. Donc cette première étude est issue d'un registre suédois, le registre Expresso, qui regroupe plus de 8000 biopsies hépatiques annotées dans 22 centres suédois. Donc dans ce travail, ils ont sélectionné les biopsies hépatiques donc de NAFLD chez des patients qui avaient moins de 25 ans et pour lesquels ils avaient le BMI des mamans au moment de la grossesse, juste avant la grossesse. Et ils ont apparié avec 5 sujets contrôle. L'objectif étant de savoir est-ce que les enfants ou jeunes adultes qui ont une NAFLD avaient plus facilement une maman qui elle-même était obèse. Donc vous voyez dans le premier tableau, la ligne de référence, c'est le BMI maternel 18-25. Et on voit que les enfants ou les jeunes adultes NAFLD ont 3 fois plus de chances d'avoir une maman qui est obèse avec un BMI supérieur à 30. Et le deuxième tableau, c'est exactement la même analyse, mais centralisée sur les formes plus sévères de NAFLD, avec fibrose et cirrhose. Donc ce travail, ça rentre un petit peu dans la grande théorie de la DOAD, Development Origin of Health and Habits, qui consiste à dire que les parents transmettent leur patrimoine génétique aux enfants, mais ils transmettent aussi une partie de leur phénotype, une sorte d'empreinte, c'est l'épigénétique, le microbiote, enfin la vie in utero, les 1000 premiers jours de la vie. On va avoir une empreinte qui va conditionner notre évolution, notre susceptibilité à certaines maladies. Toujours dans le registre suédois, donc un autre travail, donc on reprend les biopsies NAFLD de jeunes adultes de moins de 25 ans, cette fois-ci 718 patients. On les match avec 5 sujets contrôle et on regarde le risque de décès au cours du suivi. Et on voit que ces enfants et ces jeunes adultes qui ont une NAFLD au moment de la biopsie décèdent, ont un taux de mortalité qui est significativement plus élevé que les sujets contrôle. Et vous voyez dans le tableau en haut à droite qu'il y a même un gradient. Le risque est 6 fois plus élevé dans toute la NAFLD, mais 5 fois pour la stéatose et surtout 12 fois plus élevé chez les sujets qui avaient une NASH au moment de la biopsie. Et sur le tableau en bas à droite, on voit que ça concerne toutes les causes de mortalité. Les causes de mortalité par cancer, les causes de mortalité cardiovasculaire et les causes de mortalité hépatique étaient élevées. Donc cette fameuse théorie de la DOAD, on transmet une partie de notre phénotype et ce phénotype, il n'est pas sans conséquence parce qu'il augmente notre susceptibilité à certaines maladies et à un risque de décès accru. Donc finalement, il y a une partie qui est acquise et puis une partie qui est prédéterminée. Difficile de faire la part des choses entre les deux parce qu'on peut imaginer aussi le rôle de l'environnement. Comment on peut réconcilier ces deux aspects ? Alors dans ces études de registre, on ne peut pas contrôler par tous les facteurs, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de données précliniques et aussi cliniques qui laissent à penser que il y a une transmission notamment via l'épigénétique du phénotype maternel. Alors faire la part des choses c'est très compliqué, mais ça a quand même de grandes implications cette théorie, parce que quand on regarde en 1975 la carte à gauche, la prévalence de l'obésité chez les 5-19 ans, elle n'était pas importante. Et 40 ans plus tard, on voit que vraiment c'est quelque chose qui explose. Donc il y a les facteurs environnementaux, la fameuse malbouffe qui fait que les enfants ont tendance à être obèses. Cette théorie de la DOAD dit qu'on va transmettre une partie de notre phénotype. Donc de génération en génération, on peut imaginer que la susceptibilité aux facteurs environnementaux va augmenter, ce qui peut en partie expliquer aussi cette augmentation de l'obésité. Et il faut s'attendre à ce qu'on ait des patients avec des formes sévères de maladie du foie de plus en plus jeunes à cause de ce phénomène. Chez les patients alcooliques, les patients qui ont une hépatite virale, la cirrhose c'était plutôt 50-60 ans. Et aujourd'hui, on voit d'authentiques patients jeunes avec des cirrhoses. C'est ce que montre ce travail qui a été fait en Angleterre. Donc la cohorte ALSPAC, c'est une cohorte de femmes enceintes. Ils ont rappelé 3000 enfants de ces mères qui étaient inclus dans la cohorte et leur ont fait un fibroscan. Donc dans 97,3%, l'élasticité hépatique était inférieure à 8 kPa, donc pas de fibrose avancée. Mais il y avait quand même 2,7% qui étaient avec une élasticité hépatique augmentée. Pour rappel, dans les grandes études, chez les adultes de plus de 40 ans, on est à 6%.
pas très élevé. Là, on est quand même à 2,7% chez des jeunes adultes qui ont seulement entre 22 et 26 ans. Et vous voyez sur le camembert de droite, on voit des patients qui ont des élasticités hépatiques élevées, 12 kPa. Donc on va peut-être assister à un phénomène d'augmentation de la prévalence des maladies sévères du foie chez les jeunes adultes dans ce contexte d'exposition aux facteurs environnementaux dès le plus jeune âge, mais aussi peut-être de transmission du phénotype des parents. Donc le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était cette fameuse MAFLD. Donc je me jette dans la polémique. L'objectif de la MAFLD, c'est de proposer des critères de diagnostic positifs, parce que la NAFLD est la maladie la plus fréquente hépatique, tout le monde est d'accord, mais c'est un diagnostic d'exclusion, ce qui est un peu paradoxal. Donc là, l'idée, c'était de proposer des critères qui permettent de poser le diagnostic positif sans passer par des critères d'exclusion. Donc, chez un adulte qui a une stéatose, à partir du moment où vous êtes diabétique ou que vous avez un surpoids, un BMI supérieur à 25, vous avez une MAFLD. Et lorsque vous avez un BMI normal, il y a toute une série de critères, les critères du syndrome métabolique, l'insulinorésistance, la SERP augmentée. Quand vous avez deux de ces critères, vous avez une MAFLD aussi. Et ça, c'est un diagnostic qui est indépendant de la consommation d'alcool. Donc, c'est toujours bien d'essayer de faire rentrer en fait, les choses dans des cases pour qu'on travaille tous pareil, que les résultats de nos études soient reproductibles. Mais il faut quand même reconnaître qu'en pratique clinique, ça pose quand même un problème. Parce que je vous montre les résultats de cette méta-analyse d'une 9 études, donc plus d'1 million de participants, où on a essayé, en fait, dans ce travail, d'évaluer la part de la morbidité et mortalité hépatique liée au surpoids et à l'alcool. Donc, on voit que le surpoids, c'est 25% de risque de complications hépatiques en plus par rapport au sujet normal, qui ne consomme pas d'alcool. L'obésité, c'est x2, la ratio est à 2, mais quand même, l'alcool, c'est 2,7. Donc, soit, quand on a une stéatose hépatique, puis qu'on a un BMI supérieur à 26, ok, ça peut être une MAFLD, mais quand il y a une consommation d'alcool, faut quand même, surtout lorsqu'elle est à risque, il faut reconnaître que le poids de la maladie hépatique est plus lié à l'alcool qu'à la MAFLD. Et après, vous voyez que tout est une histoire de facteurs de risque, en fait. Quand on associe les facteurs de risque, l'obésité et la consommation à risque d'alcool, on multiplie le risque par 5,4 dans cette étude. Donc les définitions, c'est important pour les études, mais il faut quand même reconnaître que dans la vraie vie, tout est une histoire de facteurs de risque, et il y a des facteurs de risque qui ont quand même plus d'importance que d'autres. C'est confirmé par une autre étude qui a été faite dans la UK Biobank, donc environ 500 000 sujets, pour lesquels les données sur le BMI et la consommation d'alcool étaient disponibles. Et vous voyez, en fait, ça confirme ce qu'on vient de voir dans la méta-analyse. Le risque de complications hépatiques était nettement plus augmenté chez les patients qui avaient une consommation excessive d'alcool, la première barre, par rapport à ceux qui étaient obèses. Donc encore une fois, l'alcool est plus pourvoyeur de complications hépatiques que l'obésité seule. Et lorsqu'on additionne les deux facteurs, on a un surrisque, et peut-être un surrisque un peu exponentiel. Ce n'est pas juste additif, parce qu'on voit que les pointillés, lorsqu'on additionne juste les deux, on est encore en dessous du risque observé. Donc les deux se potentialisent. Alors pour identifier ces patients dans la masse de patients alcooliques, MAFLD, NASH, NAFLD, obèses, pour identifier ceux qui développent une maladie avancée du foie, on a les tests non invasifs. Et cette année, en ce qui concerne l'élastométrie hépatique, le FibroScan, on a quand même 3 travaux qui donnent des résultats concordants sur les cut-offs. Donc ça, c'est un travail multicentrique européen, plus de 5000 biopsies hépatiques, toutes causes d'hépatopathie confondues. L'objectif, c'était d'évaluer les critères de Baveno, les 10 kPa, 15 kPa, pour éliminer ou diagnostiquer la maladie avancée du foie. Ces critères ne sont pas assez sensibles et sont trop spécifiques. Donc les cut-offs qui ont été recalculés, c'est 8 kPa pour exclure la fibrose hépatique avancée dans la NASH et 12 kPa pour l'affirmer. Donc un petit peu au-dessus des seuils, pour le seuil supérieur, de ce qui a été recommandé dans les recommandations de la FEF. Oui, sur le critère d'exclusion 8 kPa, on est pareil. Sur le critère d'affirmation, on était à 9,6, ouais, basé sur des études qui étaient de plus petite envergure. Là, on a un gros travail qui nous montre qu'il faut monter à 12. Méta-analyse du groupe européen Litmus, toujours pareil, 5500 biopsies hépatiques, mais cette fois-ci que de la NAFLD, donc vraiment une étude pure NAFLD, très conséquente. Et en fait, on retrouve exactement les mêmes résultats, 8 kPa pour exclure avec une sensibilité à 90%, 12 kPa pour affirmer avec une spécificité à 90%. Donc ça, c'est européen. Et il y a eu aussi une étude publiée dans APT qui est cette fois-ci asiatique. Donc on change de continent. 3 cohortes, 2 cohortes chinoises, Wenzhou et Hong Kong, et une cohorte malaisienne.
Ils ont calculé dans chaque cohorte les cutoffs pour éliminer avec une sensibilité à 90, affirmer avec une spécificité à 90. Dans la cohorte de Wenzhou, on avait un seuil de sensibilité qui était plus bas, mais c'était vraiment des patients particuliers avec 7% de fibrose avancée, ils étaient beaucoup plus jeunes. Mais on voit que dans la cohorte malaisienne et dans la cohorte de Hong Kong, on retrouve exactement les mêmes cutoffs, 8 et 12. Donc je pense qu'aujourd'hui, on dispose quand même de données robustes pour dire que ces cutoffs, maintenant, vont devenir la référence. Alors, ces cutoffs, c'est les cutoffs de sensibilité et de spécificité. La sensibilité, c'est la capacité à détecter les malades dans une population. La spécificité, c'est détecter les sujets sains. Quand on est au cabinet, en consultation, face à un malade, ce qu'on veut savoir, c'est quand on donne le diagnostic à un individu, est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort? Donc ça, c'est les valeurs prédictives. Et les valeurs prédictives vont dépendre de la prévalence de la maladie dans la population étudiée. Vous voyez là, on revient sur le travail européen. Il faut regarder la dernière ligne, 12,1 kPa pour une sensibilité de 90%. Lorsque vous êtes à 30% de fibrose hépatique avancée, c'est à peu près la prévalence qu'on a dans les centres tertiaires où on fait les études. 30% de fibrose avancée. On a une valeur prédictive positive à 70%. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, quand on dit à un patient qu'il a une fibrose hépatique avancée parce que son seuil est supérieur à 12 kPa, on a raison dans 70% des cas. Ce qui c'est pas parfait, mais c'est honorable. Par contre, si on a l'idée d'appliquer ces cutoffs dans une population diabétique où la prévalence est plus faible, ou encore plus en population générale, vous voyez par exemple qu'à 10%, on chute à 40% de valeur prédictive positive, et à 5%, on n'est plus qu'à 22%. Donc il faut faire très attention avec les résultats des études, et elles sont applicables dans les populations où elles ont été évaluées. Et lorsqu'on change de contexte d'utilisation du test, les valeurs prédictives vont baisser, on sera beaucoup plus fort pour éliminer, parce que la valeur prédictive négative va augmenter, on sera beaucoup moins bon pour affirmer. Et j'enchaîne donc avec les guidelines de l'EASL qui ont pris en compte en fait cette notion, où là maintenant on a un arbre décisionnel à 3 étapes. La première étape pour faire le diagnostic de la fibrose avancée dans la NASH, dans la NAFLD et dans l'alcool, parce que vous voyez c'est Metabolic and/or Alcoholic Disease, on commence par un FIB4. S'il est négatif inférieur à 1,30, on garde le patient en soins primaires, le risque de fibrose avancée est faible. S'il est supérieur à 30, on passe à l'étape fibroscan, comme on l'avait aussi proposé dans le reco de la FEF, le seuil de 8 kPa. S'il est négatif, on peut renvoyer en soins primaires, le risque de fibrose hépatique avancée est faible. Par contre, si le seuil est supérieur à 8 kPa, là on va passer sur une troisième ligne de test, les tests sanguins spécialisés, on change de méthode, d'élastométrie on passe au sanguin, le ELF, le fibrotest ou le fibromètre. Si le test est en accord avec la fibrose avancée, pas besoin de faire de biopsie. Fibroscan, accord avec test sanguin, on achète le diagnostic de fibrose avancée comme on l'avait proposé dans les recos de la FEF. Et par contre, si le test est négatif, là, on fait une biopsie hépatique. Donc il y a quand même 2 innovations dans cet algorithme par rapport à ce qui avait été fait 6 ans avant dans les guidelines de l'ASL. C'est cette troisième ligne de test spécialisée pour vraiment asseoir le diagnostic. Et deuxièmement, la capacité d'affirmer le diagnostic de fibrose avancée sans biopsie hépatique. Alors ça, c'est ce qui a été proposé par l'ESL. On peut imaginer aussi une autre troisième ligne de test. C'est ce que propose ce papier de Christophe Cassinotto publié dans Hépatologie, issu de la cohorte du groupe de prospective fibrose AFEF. Il commence par un FIB4. Il fait une méthode d'élastométrie, comme recommandé par l'ESL, un fibroscan ou un Shearwave Explorer, donc two-dimensional Shearwave élastographie. Et lorsqu'on est dans la zone grise, à la troisième étape, lui propose de changer de technique d'élastométrie. Et en fait, en changeant de technique d'élastométrie, on est capable de récupérer des patients et donc de maintenir la performance diagnostique à 80%, mais de réduire le taux de biopsie à la fin uniquement à 7%. Donc c'est une autre manière un petit peu d'appliquer l'algorithme EASL. On fait l'élastométrie en seconde ligne, mais comme test spécialisé, on fait une autre méthode d'élastométrie et on pourrait imaginer aussi ici placer l'imagerie de l'élastographie par résonance magnétique qui actuellement semble être la toute meilleure méthode. Donc ça, c'est une étude dont je voulais vous parler parce que je trouve qu'elle est absolument remarquable. C'est la valeur pronostique des tests non invasifs de fibrose dans la maladie alcoolique du foie. On est tous d'accord pour dire que dans la maladie alcoolique du foie ou dans la NAFLD, un des grands intérêts de la biopsie, outre le diagnostic différentiel, outre l'activité de la maladie, c'est le stade de fibrose pour déterminer le pronostic du patient. On est tous d'accord que quand le patient est F0, F1, le pronostic est bon. Quand le patient est F3, F4, ce sont des patients à risque. Et on essaye, en fait, parce qu'on ne veut pas faire la biopsie, on ne peut pas faire la biopsie à tout le monde, on essaye de développer les tests non invasifs et de montrer qu'ils donnent à peu près le même résultat que la biopsie. La concordance n'est pas parfaite, sensibilité, spécificité, valeur prédictive négative, prévalence, on vient d'en parler, c'est quand même compliqué. Cette étude, elle simplifie tout.
Elle dit juste que si vous prenez un score ELF, par exemple ELF inférieur à 9,8, vous voyez les courbes du haut. Il faut voir qu'à gauche, en bleu, c'est la biopsie hépatique, en vert, c'est le ELF, et en rouge, c'est le fibroscan. Lorsque la courbe du haut, c'est les patients qui ont une fibrose F0 F1, le pronostic est très bon, comme on s'attend. Quand vous avez un ELF inférieur à 9,8, le pronostic est similaire. Donc, c'est une autre manière de réfléchir. ELF inférieur à 9,8, faux positif, faux négatif, en fait, on s'en moque. On dit le pronostic est aussi bon que si le patient était F0 F1. Et lorsque le score ELF est supérieur à 10,5, on a le même pronostic que si le patient est F3 F4. Donc, on ne raisonne plus en équivalent fibrose, on raisonne en pronostic. Si vous êtes sûr que le patient F3 F4, c'est un patient qu'il faut prendre en charge parce qu'il a un risque hépatique, le patient qui a un ELF supérieur à 10,5, il faut le prendre en charge parce qu'il a le même risque hépatique. Et le graphique de droite, c'est les tests simples. C'est le FIB4 et le NAFLD Fibrosis Score. Ça marche un peu moins bien, les courbes sont moins bien calibrées, elles sont moins bien superposées. Mais on voit quand même qu'on a une belle tendance. Et avec des tests non invasifs, on est capable aussi, des choses simples, d'avoir une idée quand même relativement grossière du pronostic. Et ça valide le FIB4 inférieur à 1,3. On ne suit pas les malades, on les laisse en soins primaires parce que le risque hépatique est faible. Donc vraiment une autre manière de réfléchir. Et ce genre de travail, je pense qu'il va falloir le développer parce que ça nous affranchira de tous ces problèmes de sensibilité, de valeur prédictive dont on ne s'en sort pas. Ce qu'on veut savoir, nous, si on a un patient, quel est son risque? Est-ce qu'il faut que je le prenne en charge ou est-ce qu'il faut que je le renvoie en soins primaires? Et pour finir, un petit volet traitement. Donc vous voyez que dans la NASH, on a beaucoup de phase 3. On a commencé avec un succès, l'acide obéticolique, qui a atteint l'objectif principal de l'étude. Par contre, toutes les études d'après, sur le sélencertib, l'énalfibranor, le sénécriviroc, elles n'ont pas réussi et il y a eu arrêt de développement des médicaments. Il y a d'autres molécules qui sont en cours d'évaluation. On espère qu'elles vont aboutir. Ce sera des succès. Mais ce dont je voulais vous parler, c'était surtout est-ce qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux? Vous avez l'étude sur le sémaglutide qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, qui a rencontré c'est très séduisant quand même, une molécule déjà prescrite en diabétologie, on connaît le profil de sécurité, c'est quand même safe, ça fait perdre du poids, on sait que c'est une maladie de l'obésité. Cette étude, ce graphique-là vous montre toutes les études face-face des différents analogues GLP-1 lorsqu'on les a comparés directement. Et vous voyez les barres rouges, c'est le sémaglutide. Vraiment, le sémaglutide, c'est la molécule qui fait perdre le plus de poids. Donc il y a vraiment un très très bon candidat pour le traitement de la NASH. Chez les diabétiques. Chez les diabétiques. Alors c'est vrai qu'il y a des études même, ça va même encore plus loin, hein. Il y a des études, c'est les fameuses études STEP. STEP 1, 2, 3, 4. 4 études qui ont évalué donc, le sémaglutide en traitement de l'obésité, indépendamment NASH, pas NASH ou diabète, pas diabète, et ça marche. Donc on peut peut-être imaginer que le développement ira même au-delà des pathologies, peut-être que ça deviendra même un standard pour le traitement de l'obésité. Donc ça, c'est une étude monocentrique italienne sur 802 patients, donc des patients diabétiques qui sont traités par metformine et chez lesquels on va soit continuer le traitement, groupe contrôle, soit faire un switch vers un inhibiteur DP4, soit vers un analogue GLP-1, soit vers un inhibiteur SGLT2. Les inhibiteurs SGLT2, c'est une nouvelle classe médicamenteuse qui empêche la réabsorption du sucre au niveau du tube contourné proximal du rein. Donc en fait, on pisse son sucre, donc on régule la glycémie et puis aussi on perd du poids. Sur le graphique de gauche, vous voyez que lorsqu'on switch vers un analogue GLP-1 ou vers un inhibiteur SGLT2, on perd du poids dès 6 mois. Et vous voyez qu'à droite, ça s'accompagne par une diminution des transaminases. Donc ça conforte l'effet des GLP-1 et ça montre aussi que les inhibiteurs SGLT2 sont probablement aussi des bons candidats pour le traitement de la NASH, avec des études qui sont en cours de réalisation. Alors ces molécules, on aurait assez tendance à se dire pourquoi pas les prescrire dès aujourd'hui. Mais bon, on verra après qu'il y a des règles de prescription. Il y a pas mal de développement qui se fait. Maintenant, on a des doubles agonistes, GLP-1 plus glucagon. C'est une étude de phase 2 qui a comparé plusieurs études du cotadutide, donc un agoniste GLP-1 récepteur du glucagon, comparé au liraglutide seul et un groupe placebo. Donc vous voyez en haut à gauche, ça diminue l'hémoglobine glyquée. En haut à droite, ça fait perdre plus de poids que le liraglutide. Et aussi, le liraglutide avait un faible effet, la colonne jaune sur les transaminases en bas. Vous voyez qu'avec ce cotadutide, on a donc 2 cibles conjuguées, on a encore plus d'effet sur les transaminases. Et on ne va pas s'arrêter à ça. Il y a aussi le tirzépatide, un double agoniste GLP-1 GIP, comparé au dulaglutide. À gauche, vous voyez la perte de poids avec le dulaglutide, moins 3 kg.
Et vous voyez qu'avec le tirzepatide, donc le double agoniste, on perd jusqu'à 11 kg de poids, avec à droite un effet significatif sur les transaminases. Donc vraiment toute une série de molécules qui font perdre du poids et qui sont donc autant de candidats pour le traitement de la NASH, avec des études de phase 2 en cours de réalisation. Donc, comme je disais tout à l'heure, les analogues GLP-1, inhibiteurs SGLT2, on pourrait tenter de les prescrire d'emblée. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a des règles. Là, c'est le gros schéma un petit peu compliqué des dernières recommandations de l'Association américaine du diabète. Un petit focus sur la partie gauche. Il y a des règles quand même. Moi, j'avais souvent tendance à dire, je propose de mettre un analogue GLP-1 parce que mon patient a une NASH. Et en fait, c'est pas si évident que ça. Maintenant, la règle, c'est les GLP-1, c'est plutôt pour les patients qui ont déjà eu un événement cardiovasculaire ou qui sont en risque parce qu'ils ont des sténoses aortiques, des sténoses artérielles, pardon. Parce que ça a été montré sur des études de suivi que dans ce cas-là, l'analogue GLP-1 va permettre d'améliorer l'équilibre glycémique, d'améliorer le diabète, mais aussi de faire de la prévention secondaire cardiovasculaire. Et les inhibiteurs SGLT2, ce sera plutôt sur ceux qui ont une insuffisance cardiaque, parce que ça réduit le nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque, et pour ceux qui ont une atteinte rénale, parce que ce serait protecteur au niveau rénal. Donc voilà, c'est assez séduisant. On a envie que nos patients, dès aujourd'hui, bénéficient de ces drogues, mais il faut savoir qu'il y a des règles de prescription, d'où l'intérêt d'un dialogue avec nos collègues endocrinologues pour trouver la meilleure solution aujourd'hui, parce qu'actuellement, en pratique, on a la même pour aucun médicament, mais on peut peut-être, en fonction du contexte, pouvoir utiliser ces molécules disponibles en diabétologie. Et quoi qu'il en soit, il faudra bien qu'on apprenne à les manipuler ou au moins à se familiariser avec ces molécules antidiabétiques. Ça, c'est le travail issu du groupe AFEF-SFD qui a été publié cette année dans Diabète and Metabolism, la revue française de diabétologie. L'idée, c'était de faire une revue de toute la littérature traitement antidiabétique et cirrhose pour essayer de dégager des règles de prescription dans cette population particulière, difficile à traiter. Ces patients, on en a de plus en plus dans les services, ne serait-ce parce que la NAFLD augmente, mais aussi parce que bien souvent, les patients alcooliques ont des comorbidités métaboliques, et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est exponentiel. Donc des patients avec du diabète dans nos services, on en a de plus en plus. Donc quand la cirrhose, colonne de gauche, est très bien compensée, on peut prescrire toutes les molécules antidiabétiques, mais au fur et à mesure que la fonction hépatique va s'altérer, il va y avoir certaines molécules qui vont devenir contre-indiquées. Et vous voyez quand même qu'en cas de cirrhose décompensée, le seul traitement qui est autorisé, c'est l'insuline. Tous les autres sont contre-indiqués. Donc il faut savoir aussi, nous, en fonction des évolutions de la fonction hépatique, alerter nos collègues diabétologues qu'il va peut-être falloir aussi adapter le traitement antidiabétique pour éviter le risque d'hypoglycémie nocturne, le risque de sarcopénie, qui peuvent aggraver aussi l'état de nos patients. Voilà, et je ne savais pas du tout comment conclure, donc j'ai dit rendez-vous en 2022. Merci beaucoup Jérôme. C'est de plus en plus compliqué quand même, et puis pour les malades qui n'ont pas la cirrhose, il va falloir aussi que nos collègues médecins généralistes, qui sont ceux qui prennent le plus en charge les diabètes, soient informés de toutes ces règles de prescription. Il va falloir faire de l'éducation auprès de l'information et de l'enseignement post-universitaire auprès de nos collègues généralistes. Oui, parce que là, on voit vraiment que si on veut faire de la santé publique, il va falloir mettre tout le monde autour de la table. Hein. Si on veut détecter les cas les plus sévères avant la cirrhose, avant le CHC, il va falloir qu'on travaille avec les médecins généralistes. Une fois qu'on aura, si on leur permet de se familiariser avec les tests non invasifs, il faudra aussi qu'ils sachent qu'il y a des solutions pratiques pour eux, des traitements qu'ils peuvent adapter. Tout ça, ça se fera de façon collégiale avec hépatologues, diabétologues, médecins généralistes, peut-être aussi cardiologues. Donc c'est tout un champ qui s'ouvre et il sera forcément collégial et multidisciplinaire. Très bien. Merci beaucoup Jérôme. Merci.